Cette guerre en Syrie dure maintenant depuis plus de 3 ans. Elle a fait officiellement 160 000 morts, au moins 6,5 millions de déplacés à l'intérieur du pays et environ 3 millions de réfugiés qui vivent souvent dans des conditions épouvantables à l'étranger. Sur ces 3 millions de réfugiés, seulement 60 000, je le disais, ont trouvé asile dans l'Union européenne. Tous les autres, des centaines de milliers, se trouvent aujourd'hui dans des camps en Égypte, en Irak, en Jordanie, en Turquie et surtout au Liban, où ils sont déjà plus d'1 million. Stéphane Stasi. C'était le 30 avril dernier, l'inauguration en grande pompe d'un nouveau camp en Jordanie, un camp de réfugiés qui peut accueillir jusqu'à 50 000 personnes. Le Haut Commissariat aux réfugiés espère même pouvoir y héberger jusqu'à 130 000 Syriens dans le futur. Une semaine après son ouverture, déjà 2000 personnes y habitaient. C'est probablement le plus grand camp de réfugiés au monde. Il représente l'engagement continu de la Jordanie à maintenir sa tradition de générosité en protégeant ceux qui fuient les conflits et la violence. Depuis le début du conflit, l'afflux de réfugiés est continu et massif. On compte aujourd'hui près de 600 000 Syriens en Jordanie. 30% vivent dans des camps et celui d'Azraq est le 3e du pays. Pour l'instant, le plus grand camp de réfugiés, c'est celui-ci, Zaatari, ouvert en août 2012. Il y aurait 100 000 Syriens dans ces tentes, ce qui fait du camp la 5e ville jordanienne. Les conditions de vie y sont difficiles et régulièrement des affrontements éclatent entre réfugiés qui protestent contre les conditions de vie et des policiers. Il y a 15 jours se tenait ici une conférence sur la situation humanitaire et le constat est préoccupant. Il y a un soutien minimum alors qu'il devrait y en avoir un massif de la part de la communauté internationale. Un soutien financier, bien sûr. Même situation dans un autre pays frontalier, le Liban. Les réfugiés y sont même plus nombreux, plus d'1 million de personnes, ce qui représente un quart de la population libanaise. La Turquie, elle, abrite près de 750 000 Syriens, l'Irak, plus de 220 000. En tout, les pays frontaliers de la Syrie accueillent 97% des réfugiés. On estime entre 2,5 millions et 3 millions le nombre de Syriens ayant fui leur pays et les combats. Alors, pour parler de cette situation dramatique en Syrie, en particulier donc ce drame des réfugiés, 2 invités sur le plateau du 64 minutes. D'abord, Pierre-Henri. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes directeur général de France Terre d'Asile. C'est une association dont le but, pour résumer, est d'informer, accueillir et protéger les réfugiés qui arrivent sur le territoire français. D'abord, une première question. Vous êtes financé par de l'argent public. Vous recevez une dotation, je crois, du ministère français de l'Intérieur. Oui, mais nous sommes toujours placés au cœur des politiques publiques. Donc, il n'est pas très étonnant que l'argent que nous avons à gérer proviennent des collectivités territoriales, de l'État français et de l'Europe. D'accord, c'est pour situer Eh bien voilà, c'est fait. Vos moyens et on va parler de votre action. En face de vous, Antoine Basbouze, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes politologue, directeur de l'Observatoire des pays arabes, consultant, spécialiste du monde arabe, de l'islam et du terrorisme dans le monde arabe. Vous avez aussi été un chrétien libanais engagé, il faut le rappeler. Vous avez notamment représenté les forces libanaises en France, c'était à la fin des années 80. Alors, 3 millions de réfugiés, c'est énorme à l'échelle de la Syrie. 3 millions de réfugiés, ça veut dire à l'échelle de la France, ça ferait 9 millions de réfugiés. C'est d'abord, Pierre-Henri, j'imagine, un gigantesque drame humanitaire en Syrie et dans les pays surtout autour de la Syrie, comme on l'a vu dans le reportage. Comme vous l'avez dit dans ce reportage, c'est la plus grande crise humanitaire de ce siècle. Et avec, comme à chaque fois qu'il y a des crises, des déplacements de population à proximité, évidemment, du pays qui est touché de plein fouet, en l'occurrence la Syrie. Et bien évidemment, le Liban, le petit Liban, avec sa population de 4 millions d'habitants et qui a vu sa population croître de près d'1 million. C'est énorme. C'est énorme. Ça touche évidemment, ça met en danger. C'est comme si la France accueillait 15 millions de réfugiés. Oui, ça met en danger, mais ça met en danger toutes les structures, même de l'État libanais. Et bon, la question est que fait l'Europe en matière d'accueil? Parce que bien évidemment, si au début de la guerre, on peut toujours penser que celle-ci ne va pas durer très longtemps, que l'aspiration comme toujours, comme toutes les guerres, l'aspiration des réfugiés est évidemment de rentrer chez eux et donc de rester à proximité. Sauf que voilà, la guerre dure, les perspectives politiques se font attendre et l'Europe
et d'une générosité extraordinairement comptée. Vous avez dit 60 000, bon, c'est 80 000, mais peu importe, c'est moins de 3% des réfugiés syriens qui sont accueillis sur le sol européen. Et la France, dans cette histoire, dans cette histoire, c'est aux environs de 3 000 réfugiés syriens. La France, c'est pas beaucoup. Les deux pays qui accueillent le plus, c'est l'Allemagne et la Suède, plus de 20 000 chacun. Oui. Et puis on passe à 2-3 000. Donc pour les Pays-Bas, la Bulgarie, la Belgique et la France. La France est au même niveau que la Belgique ou les Pays-Bas, quoi. Voilà. Et moi je suis un patriote, c'est-à-dire j'appartiens à la patrie des droits de l'homme. Et je pense que cette patrie, mon pays, doit faire plus aujourd'hui et mieux. On va en reparler. Antoine Basbouz, vous qui êtes franco-libanais, pour le pays d'où vous venez, plus d'1 million de réfugiés syriens. Est-ce que ça peut déstabiliser le Liban? D'abord, ils sont au nombre d'au moins 1,5 million. Ouais. Déjà. Même j'ai lu 1,8 million. Enfin, c'est pas trop. Au moins. Ouais. Le Liban d'avant avait des pénuries en termes d'électricité, d'eau, d'infrastructures. Aujourd'hui, d'écoles. Aujourd'hui, avec les écoliers syriens, il n'y a plus de place pour les Libanais. L'électricité, l'eau, l'essence, tout est en manque. Est-ce que la société libanaise est prête à accepter, comment dirais-je, elle a été à absorber. Elle a été solidaire dans un premier temps, mais maintenant, elle ne peut plus. Elle est vraiment sous pression, sous haute pression par le poids de ces réfugiés. Ouais. Mais en étant généreux, mais il faut savoir comment l'être. Il ne faut pas traiter les conséquences, mais surtout les raisons. Il faut traiter l'origine du mal qui est en Syrie. Et en fait, ils ne sont pas 3 millions de réfugiés syriens. Ils sont 10 millions, 7 millions à l'intérieur de leur pays qui ont quitté leur quartier. Et les 3 millions qui ont dû quitter. Et les autres aussi. Et donc, si on veut vraiment aider les Syriens, il faut les aider à rester chez eux, à les sécuriser. Ils ont le droit à la sécurité dans leur quartier, dans leur ville, dans leur village. Et de ce fait, si l'Europe veut faire quelque chose, au lieu d'être la Croix-Rouge de toutes les causes, il faut qu'elle ait un poids politique et qu'elle pèse d'un poids politique pour rétablir ces gens chez eux. Est-ce qu'on peut les aider à rester chez eux ou est-ce qu'il faut les accueillir chez nous? Mais qu'il y ait une recherche de solutions politiques, certes, et elle appartient d'abord aux différentes parties, au conflit syrien, je pense. Et par ailleurs, ce n'est pas antagonique avec le fait d'être un tout petit peu plus généreux. Je reviens juste un instant sur la question du Liban. Vous savez, la première année, la deuxième année, il n'y a pas eu trop de difficultés et une immense solidarité du peuple libanais. Mais bien évidemment, les ressources des réfugiés syriens viennent à se tarir et c'est maintenant que les ressources financières. C'est maintenant aussi que cette question se pose. Nous, ce que nous disons, et c'est la raison pour laquelle nous venons de lancer une pétition avec une centaine d'organisations en Europe qui s'appelle « À l'Europe d'agir », nous souhaitons d'abord que l'Europe mette en place des circuits sécurisés pour que les réfugiés qui ont des attaches avec l'Europe, les réfugiés syriens, et qui veulent sur une base volontaire venir, puissent le faire sans risquer leur vie en Méditerranée, comme on l'a vu très récemment encore, au large, trop souvent, au large de Lampedusa, ou sur d'autres frontières. À qui s'adresse cette pétition? Au gouvernement européen? Chacun des gouvernements ou à l'Union européenne? Écoutez, à chacun des gouvernements et puis à l'opinion publique. Il s'agit aussi d'agir parce que ces réfugiés, il faut les incarner. C'est vous, c'est moi, ce sont des médecins, ce sont des professeurs, ce sont des ouvriers qui aspirent à une seule chose, c'est d'avoir une vie normale. Alors, comme vous et moi. Henri, l'Allemagne, le ministre, on va voir le ministre allemand, Steinmeier, ministre allemand des Affaires étrangères, propose que Berlin accueille une conférence sur des conférences des donateurs. Vous appuyez évidemment cette démarche. J'appuie cette démarche, mais je pense qu'il faut aller plus loin. On le voit là, il est allé à Beyrouth, il est allé au Liban. Ça ne peut pas être qu'une conférence des donateurs, qu'une conférence des États. Il faut que ce soit un mouvement général qui intéresse aussi les collectivités territoriales partout en Europe. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire à tous les réfugiés syriens, venez. Il s'agit simplement... On n'en est pas là. Non, de prendre notre juste part. Est-ce que la France prend sa juste part? Eh bien, elle est manifestement
manifestement d'une générosité extraordinairement contenue. 3000 personnes depuis le début du conflit. Je ne pense pas que ça soit à la hauteur de la réputation, et puis y compris du rôle politique que nous voulons jouer, y compris dans la reconstruction qui sera nécessaire de la Syrie. Pourquoi les gouvernements français a peur de l'opinion publique française? On veut pas alimenter la xénophobie. Pourquoi on n'accueille pas plus de réfugiés syriens? Je pense que si on n'accueille pas de réfugiés davantage, le gouvernement a raison de ne pas le faire, parce qu'il faut aider les Syriens à s'installer chez eux, à les sécuriser chez eux. Et la meilleure façon de rendre service aux Syriens, c'est par exemple de décréter une zone d'exclusion aérienne dans laquelle ils seraient présents en Syrie et protégés. Mais ça, il fallait le faire. Il eût fallu le faire il y a longtemps. Oui, mais plus le temps passe, plus ça devient urgent. Il faut aussi pouvoir acheminer des aides, des vivres avec des convois sécurisés à l'intérieur de la Syrie, parce que le régime d'Assad organise une famine contre les quartiers, les villes rebelles. Et donc, il faut lutter à l'intérieur de la Syrie pour la sécurité des Syriens, si on est vraiment des amis à eux. Sur les 10 millions de Syriens, ils ont droit à la sécurité, à rester chez eux. On ne va pas en prendre pour la bonne conscience 10 ou 15 000 pour les rendre des réfugiés malheureux, alors qu'ils ne connaissent pas la langue, ils ne connaissent pas les coutumes, ils ne connaissent pas les traditions. Vous privilégiez la solution, il faut qu'ils restent chez eux. Mais encore faut-il qu'ils puissent rester chez eux. Mais oui, mais l'Europe, c'est une puissance, théoriquement. Ce n'est pas la Croix-Rouge. Il faut que l'Europe s'investisse pour forcer Assad à garder les Syriens en sécurité chez eux. D'y croire. Non, mais je pense que ce discours n'est pas très réaliste. Il pouvait l'être sur la première année de conflit. Aujourd'hui, il l'est pas, bien sûr. Encore une fois, qu'il faut chercher. Il faut chercher une solution politique. Non, mais attendez, il faut chercher une solution politique. Vous voulez quoi? Que François Hollande parte en guerre en Syrie tout seul? Il n'y a pas de solution. La France avait été très ferme, mais elle a fait marche arrière quand elle a vu que les États-Unis ne suivaient pas. Il n'y a pas de solution politique. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution guerrière. Il y a une solution politique qui doit émerger avec l'ensemble des partis au conflit. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Ensemble des partis au conflit, Bachar el-Assad y compris. Et Bachar el-Assad en fait partie, évidemment, de cette résolution. Mais mon propos n'est pas celui-là. Et sans transformer l'Europe en une immense, l'institution européenne en une immense Croix-Rouge, je vous redis que l'Europe s'honorerait à avoir une position un peu plus offensive en matière d'accueil. Parce que n'oubliez pas quelque chose, la France, lorsqu'elle accueille des réfugiés, c'est de toute façon de manière temporaire. Et l'idée des réfugiés, c'est bien évidemment de retourner chez eux et de reconstruire. Et c'est aussi une participation à la construction et une participation à la recherche d'une solution politique en Syrie. Un mot encore de politique, c'est le mot de la fin. Il va y avoir des élections le 3 juin en Syrie. Le temps joue en faveur de Bachar el-Assad, manifestement. Dans les pays arabes, en Syrie en particulier, les résultats des élections sont arrêtés quelques semaines avant le jour J. Donc il sera réélu. Et donc Bachar el-Assad a hérité le pouvoir de son père. Il a modifié la constitution pour abaisser l'âge du président pour qu'il puisse y accéder en l'an 2000. Son père avait mené un coup d'État en 1970, et donc c'est par la force du fait accompli que, par l'imposture, que ce régime dure de façon dynastique de père en fils. Il fera partie de la solution, comme vient de dire Pierre-Henri. Il faudra négocier d'une manière ou d'une autre avec Bachar el-Assad. Les Syriens l'ont vomi. Les Syriens l'ont vomi. Si le rapport de force jusque-là, si le rapport des forces demain sera en sa faveur, et il fera partie de la future configuration, mais président du pays alawite, à la partition de la Syrie, il aura présidé. Merci Antoine Basbouz, merci Pierre-Henri d'avoir été sur le plateau du 64 minutes.